Pour un policier infiltré, chaque jour est un risque. Chaque jour, ils affrontent la possibilité d'être découverts et même tués pour leur trahison présumée. Cependant, les policiers infiltrés peuvent également jouer un rôle extrêmement important dans la chute de certains des criminels et organisations criminelles les plus secrets et intelligents. Mais que se passe-t-il lorsque la frontière entre le bien et le mal devient floue? Que se passe-t-il pour les agents qui vont trop loin dans leur rôle? Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons mettre en lumière quelques exemples de ce genre en explorant les cas de 3 policiers infiltrés qui ont mal tourné. Vincito Gumbs. En novembre 2020, le ministère de la Justice a annoncé qu'un ancien policier de Géorgie, nommé Vincito Gumbs, avait été condamné pour des accusations liées à des gangs. Ceux qui connaissaient Gumbs étaient choqués. Gumbs, 28 ans, était policier à DeKalb quand il a été accusé d'avoir prétendu être un tueur à gages. Pour les gangsters disciples, un gang américain originaire de Chicago dans l'Illinois, les enquêteurs ont allégué qu'il avait transmis des informations sensibles de la police aux membres du gang et leur avait même fourni des armes. Le groupe criminel des gangsters disciples remonte aux années 1970 et est décrit par les forces de l'ordre comme étant très structuré. Il suivrait apparemment une hiérarchie de direction appelée les positions d'autorité. De plus, le gang suit un ensemble de règles, la plus importante étant le silence et la discrétion. Elle interdit à ses membres de coopérer avec les forces de l'ordre, et ces règles sont prises tellement au sérieux que toute personne qui désobéit peut être punie de mort. Entre 2011 et 2014, le groupe a été responsable de 24 fusillades et 12 meurtres. Gumbs venait à peine de terminer le lycée lorsqu'il s'est engagé dans l'armée, prévoyant d'aider sa petite amie enceinte en servant au Moyen-Orient. Il n'avait que 20 ans lorsqu'il a été envoyé à l'étranger où il apportait des fournitures aux troupes en première ligne. Selon sa mère, Janelle, Gumbs a participé à des fusillades et a fait des choses qu'il ne voulait pas faire, ajoutant que ces choses allaient le hanter. Lorsqu'il est rentré chez lui en 2013 de retour aux États-Unis, il a rejoint le service de police du comté de DeKalb, bien qu'il était connu pour avoir de grandes difficultés avec sa santé mentale. Sa mère a déclaré qu'avant son arrestation, il ne mangeait ni ne dormait et avait commencé à boire pour gérer son angoisse. Bien que ses proches l'aient encouragé à demander de l'aide, au moment où il a pris rendez-vous avec le département des anciens combattants, il était déjà trop tard. Il a été arrêté la veille de son rendez-vous. En enquêtant sur Gumbs, les procureurs ont conclu que le jeune homme de 28 ans avait rejoint ou était resté membre du gang en sachant et en acceptant que le gang se livrait à des meurtres. En 2015, il a aussi envoyé un texto « Je suis un tueur à gages, GD ». Pendant cette période, Gumbs était surveillé par le FBI, qui soupçonnait qu'il était impliqué avec les gangsters disciples. Et alors que les enquêteurs pensaient que Goddam signifiait le nom du gang, comme c'était couramment abrégé, Gumbs a soutenu que Goddam voulait dire Goddam et l'a dit à son avocat. Il a aussi précisé qu'il parlait de son temps dans l'armée. Son avocat a conclu qu'il essayait probablement d'impressionner la femme à qui il avait envoyé le message. En 2019, Gumbs a été accusé d'agression en service. En 2015, il aurait pris l'homme pour un membre d'un gang rival selon la victime. L'avocat de la victime a déclaré « Lors de l'agression, il affirmait être un disciple gangster. Tout ce que je sais, c'est qu'il a agressé mon client, lui a fracturé la mâchoire et a causé environ 77 000 $ de frais médicaux. Tout cela alors qu'il était menotté. » Le FBI a aussi indiqué avoir enregistré les appels téléphoniques de Gumbs avec les disciples gangsters de Géorgie. Le principal exécuteur, Kevin Clayton, qu'il avait rencontré peu après avoir rejoint la police. Le ministère de la Justice a précisé que, lors d'appels ultérieurs, le principal exécuteur affirmait disposer de disciples gangsters et de policiers. Certaines des informations que Gumbs a transmises à Clayton comprenaient des détails sur un type de crime que la police enquêtait à un moment donné.
et des conseils selon lesquels il devait éviter un bar spécifique que les policiers prévoyaient de perquisitionner. Gums a aussi été accusé de possession de cocaïne dans sa voiture de patrouille et a démissionné après cette plainte. Gums a écopé de 15 ans de prison pour complot de racket lié à un meurtre. Il devra ensuite purger 5 ans de liberté surveillée, a déclaré le procureur Byung-pak sur cette affaire. Son mépris flagrant pour son devoir de policier, sa trahison de la confiance de la police et son manque de respect pour la vie humaine justifient de la lourde peine qu'il a reçue dans cette affaire. Jack Hudson. À Yuma, Arizona, le 4 juillet 1995, les opérateurs du centre d'appel ont été surpris par un appel du lieutenant de police Dan Elkins. D'une voix affolée si tasie, on pouvait entendre le policier dire « Dépêchez-vous, dépêchez-vous, il tire avec des armes, il fait feu, dépêchez-vous ». Mais quelques instants plus tard, Dan Elkins allait être abattu. L'homme dont il parlait au téléphone était le shérif adjoint du comté de Yuma, Jack Hudson. À l'époque, Jack Hudson, Dan Elkins et Mike Crow, sergents du département de la sécurité publique, appartenaient à une unité antidrogue et travaillaient sous couverture. L'unité comptait 22 membres issus des forces de l'ordre local, étatiques et fédérales et avait pour mission d'enquêter sur les activités liées à la drogue dans la région de Yuma. Il a été signalé que, avant la fusillade du 4 juillet, des preuves essentielles avaient disparu du bureau des agents. Ils ont donc décidé d'installer une caméra vidéo afin de tenter d'identifier la personne responsable des vols. Puis, le 4 juillet, Dan Elkins, Mike Crow et le responsable des preuves Jim Earhart se sont rendus au bureau de la task force pour découvrir qu'ils avaient filmé l'un des leurs, Hudson, sur la vidéosurveillance installée. De plus, ils ont découvert que les coffres-forts avaient été forcés et que les bureaux avaient été saccagés. Alors qu'ils quittèrent le bâtiment, le trio a croisé Jack Hudson qui a soudain ouvert le feu avec une arme de 9 mm. Les 3 autres agents, non armés, ont tenté de demander de l'aide mais celle-ci est arrivée trop tard. Mike et Dan sont morts sur les lieux. Earhart a réussi à s'échapper lorsque, selon les rapports, l'arme de Hudson s'est enrayée. Hudson est décrit comme étant mentalement instable, Dan Elkins affirmant lors de son appel au service d'urgence que son collègue avait perdu la raison. 918 est un code radio de la police de Yuma pour mentalement instable. Mais on ne sait pas exactement quelles étaient ses motivations. Hudson, 37 ans, a été arrêté devant le bâtiment et détenu sous caution de 155 millions de dollars. Il avait tenté de fuir les lieux, mais a été arrêté rapidement. 3 armes à feu et des clés de la salle d'épreuve ont été trouvées dans le véhicule de Hudson, tandis que 40 autres armes, dont 25 venant de cette salle, étaient chez lui. Les objets saisis chez le député incluèrent du matériel lié à la drogue, 2 700 $ en liquide, des substances illégales, des radios, jumelles, des iPads, téléphones, cassettes audio et un badge des douanes américaines. Hudson a été condamné à la perpétuité pour meurtre en 1997. Apparemment, durant des années après la fusillade, il a affirmé qu'il ne se souvenait de rien de ce qu'il avait fait car il était sous l'emprise de drogues à ce moment-là. Hudson est décédé de cause naturelle en octobre 2017 à l'âge de 59 ans alors qu'il était toujours en prison. Tom Coleman. En 1999, Tom Coleman a été nommé meilleur agent de l'année par le département de la sécurité publique du Texas à Tulia entre janvier 1998 et juillet 1999. Coleman travaillait sous couverture dans le cadre d'une unité spéciale antidrogue. Et pendant cette période, il a arrêté 46 personnes qui seraient ensuite condamnées pour des délits graves liés à la drogue. Notamment, 39 de ces personnes étaient noires. Toutes ont plaidé coupables et ont reçu des peines allant jusqu'à 90 ans. Le premier à être jugé était un homme nommé Joe Moore. Joe était appelé le baron de la drogue de Tulia, mais il vivait dans une cabane et roulait dans une vieille berline délabrée. Joe, qui a toujours nié avoir vendu de cocaïne à Coleman, a maintenu son innocence durant tout le procès. Coleman allait plus tard devenir célèbre pour son absence flagrante de preuves. Il n'a jamais porté de micro et n'a jamais enregistré ses échanges avec les prétendus trafiquants de drogue. Il n'avait même pas de carnet pour consigner ses interactions. À la place, il griffonnait des noms et des dates sur sa jambe.
Plus intéressant encore, ceux qui avaient été arrêtés par Coleman n'avaient ni drogue, ni matériel lié à la drogue, ni armes, ni somme d'argent inhabituelle chez eux. Lors des perquisitions, l'État n'avait aucune preuve physique ni élément corroborant. C'était surtout la parole de Coleman contre celle des accusés. Joe Moore a été accusé d'avoir livré de la cocaïne à Coleman à moins de 300 mètres d'une école, rien que ça. Condamné pour 2 délits graves dans sa jeunesse, son casier était sinon minimal. Il croyait que le système judiciaire lui rendrait justice et il a continué à clamer son innocence tout au long de l'épreuve. Un jury majoritairement blanc a déclaré Joe coupable. Il a été condamné à 99 ans de prison. Les habitants et les médias ont célébré la condamnation de Coleman, convaincus qu'il débarrassait la ville des ordures et nettoyait les rues des soi-disant vauriens. Il passait pour un héros local. Chaque mois, de nombreux habitants de Tulia observaient avec soulagement l'incarcération successive de prétendus criminels. Même les primo-délinquants, comme Freddie Brookens, âgé de 22 ans, n'étaient pas épargnés. Freddie a été inculpé pour un chef de livraison et condamné à 27 ans de prison. Bien qu'il n'y ait aucune preuve, comme pour Joe Moore, seulement la parole de Coleman, mais Coleman était loin d'être un témoin parfait. Il aurait souvent donné de mauvaises dates et heures. Et finalement, il a été considéré comme suspect lorsque ses victimes ont pu fournir des alibis solides, prouvant qu'elles n'étaient nulle part près de Coleman quand il disait qu'elles l'étaient. Un homme, par exemple, était au travail. Une autre femme accusée de trafic de cocaïne se trouvait dans l'Oklahoma le jour de son interaction avec le policier en civil. Cependant, l'accusation a tenté de préserver sa crédibilité ainsi que celle de Coleman en abandonnant discrètement les affaires qui leur posaient du problème. Des habitants commençaient à percer à jour Coleman. Ils le trouvaient douteux, mais manquèrent de preuves. Un éleveur nommé Gary Gardner et le révérend Alan Bean ont décidé qu'ils seraient ceux qui chercheraient des réponses. Ils ne pouvaient pas comprendre comment une ville de 5000 habitants pouvait compter 46 trafiquants de drogue. À qui vendaient-ils? Très vite, des personnes extérieures, des journalistes et des organisations, comme l'Association nationale pour la promotion des personnes de couleur, ont commencé à remarquer les incohérences dans les enquêtes de Coleman. Un avocat pénaliste nommé Jeff Blackburn s'est également intéressé à cette affaire étrange. Et il a rapidement découvert que Coleman n'était pas le seul ranger du Texas luttant contre les méchants, comme il s'était présenté. On a vite découvert que Coleman était raciste, insultant fréquemment ses collègues, bien qu'il ait insisté sur le fait que, malgré le grand nombre d'Afro-Américains qu'il avait arrêtés, la race n'avait rien à voir avec cela. Il a également été révélé que Coleman, lorsqu'il a été employé par le comté de Swisher en tant qu'adjoint, faisait l'objet d'une inculpation pour avoir volé 6 700 $ à des commerçants du comté de Cochrane, où il avait auparavant été employé comme shérif. Il a aussi été renvoyé du comté d'Ellis après des accusations de harcèlement sexuel. L'avocat Jeff Blackburn a aussi fait appel pour les résidents condamnés de Tulia, contribuant à la mauvaise réputation de Coleman. Le shérif adjoint a finalement été inculpé pour parjure et devait aussi être jugé. 35 des 38 victimes envoyées en prison ont été graciées par le gouverneur en 2003 et 59 millions de dollars ont été versés dans le cadre d'un accord. Joe Moore a reçu plus de 250 000 $ pour son épreuve. Il a finalement acheté une ferme porcine avec l'aide d'un prédicateur retraité et d'un ex-agent immobilier, puis est décédé d'une crise cardiaque en 2008. Pendant ce temps, Tom Coleman a été jugé pour parjure. Il a été reconnu coupable et a écopé de 10 ans de probation mais n'a pas été incarcéré. Un article indique qu'il maintient ses déclarations et affirme, je cite, « Ils étaient en colère contre moi parce que tous les Noirs sont allés en prison, et j'étais la cause de toute cette misère. Suis-je responsable de toute cette misère? Sans leur drogue, je ne suis pas un ange. J'assumerai tout ce que je n'ai pas bien fait, mais je n'assumerai certainement pas ce que je n'ai pas fait. Et voilà les faits. » Veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres pensées et réactions. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé. Restez vigilants, restez en sécurité et on se retrouve la prochaine fois.